Et coucou là-dedans, nous sommes toujours sur L'apprenti épouvanteur, tome 1. Et je crois qu'il y a un sous-titre. Non, je sais plus. Il me semble qu'il y a un sous-titre. Donc voilà, tome 1, chapitre 8. Mère Malkin. De retour à la maison de l'épouvanteur, je commençais à me faire du souci. Mais plus je réfléchissais, moins j'avais les idées claires. Je savais quelle aurait été la réaction de mon maître. Il aurait envoyé promener les gâteaux et m'aurait longuement sermonné à propos du danger que représentent les sorcières et les filles qui portent des souliers pointus. Seulement, il n'était pas là. Deux raisons me poussaient à affronter l'obscurité du jardin S. D'abord, j'avais promis. Je n'avais donc pas le choix. Ne fais jamais de promesses que tu ne sois pas sûr de pouvoir tenir, me disait toujours papa. C'était la morale qui m'avait inculqué, et je sais, et que je sois l'apprenti de l'épouvanteur n'y changeait rien. Ensuite, je ne supportais pas l'idée qu'une vieille femme vive au fond d'un trou dans la terre. Enterrer ainsi une sorcière morte me paraissait raisonnable. Une vivante, non. Elle avait dû commettre un bien terrible crime pour mériter un sort pareil. Mais quel mal y avait-il à lui donner 3 malheureux gâteaux, si cela pouvait l'aider à résister au froid et à l'humidité? L'épouvanteur m'avait encouragé à suivre mon cœur, et après avoir pesé le pour et le contre, je conclus que je prenais la bonne décision. Le seul problème était que je devais porter les gâteaux moi-même. À minuit, il fait très noir, à cette heure, particulièrement par les nuits sans lune. Le panier à la main, je me dirigeais vers le jardin est. Il n'était pas aussi sombre que je m'y attendais. D'une part, mes yeux y voient plutôt bien dans l'obscurité. Je tiens cela de ma mère. D'autre part, il n'y avait pas un nuage et la lumière éclairait mon chemin. Il faisait froid sous les arbres et je frissonnais. Lorsque j'arrivai en vue de la première fosse, celle qui était maintenue fermée par 3 barres de fer, le froid se fit plus intense. C'était la tombe d'une sorcière morte, et pas des plus puissantes, d'après l'épouvanteur. Je n'avais aucune raison d'avoir peur. Je tâchais du moins de m'en persuader. À la lumière du jour, je m'étais senti capable de tenir ma promesse. À cette heure, alors qu'approchait minuit, je n'étais plus si sûr de moi. Mon maître m'avait recommandé de ne pas m'aventurer dans ce jardin après le crépuscule. Il avait insisté là-dessus à plusieurs reprises. Je transgressais donc une règle importante. J'entendais des froissements, des craquements. Ce n'était rien de petites bêtes s'enfuyant à mon passage. Ce n'était rien de petites bêtes s'enfuyant à mon passage. Mais ces bruits légers me rappelaient que je n'avais pas le droit d'être là. D'après l'épouvanteur, les 2 autres sorcières étaient à une vingtaine de pas plus loin. J'avançai en comptant soigneusement ce qui mena à une deuxième tombe, semblable à la première, celle de la sorcière morte, mais toujours dangereuse, enterrée la tête en bas. La plante de ses pieds devait se trouver juste sous la terre, et j'apercevais entre les barres de fer nues, tassées sans la moindre... tassées... Attends. La plante de ses pieds devait se trouver juste sous la terre que j'apercevais, entre les barres de fer nues, tassées sans la moindre barre d'herbe. Tandis que je fixais la fosse, il me semblait avoir quelque chose remué. Ce n'était sans doute qu'un effet de mon imagination, ou alors une bestiole, souris ou musaraigne. Je m'écartai vivement, et si c'était un orteil? 3 pas de plus me conduirent à l'endroit que je cherchais. Cela ne faisait aucun doute. La fosse bordée de pierres était également fermée de 3 barres de fer. 3 choses la différenciaient cependant des autres. Elle était carrée, beaucoup plus grande, et sous les barreaux on ne voyait pas de la terre, mais un trou noir et profond. Je m'arrêtai et tendis l'oreille. L'épouvanteur m'avait dit qu'on entendait la prisonnière chuchoter sans cesse. Je ne perçus que l'agitation assourdie des animaux nocturnes et le souffle du vent. Le souffle du vent. Je n'avais pas remarqué jusqu'alors. Je n'en pris conscience que lorsqu'il se tut. Soudain, un silence surnaturel tomba sur le bois. Je m'étais immobilisé pour écouter les chuchotements de la sorcière et j'avais maintenant l'impression que c'était elle qui m'écoutait. Le silence s'étira, comme s'il devait durer toute l'éternité. Puis un faible bruit de respiration me parvint montant du puits. Bizarrement, cela me rendit l'usage de mes jambes. J'approchai de la fosse, le bout de ma botte touchant le bordure de pierre. Je me rappelai alors la mise en garde de l'épouvanteur à propos de Mère Malkin. Elle est dans ce puits depuis fort longtemps, et une partie de ses pouvoirs se sont dissous dans la terre, mais elle serait enchantée de mettre la main sur un gamin dans ton genre. Je reculai d'un pas,
Et si une main sortait tout à coup du trou pour agripper ma cheville? Pressé d'en finir, j'appelai à voix basse. Mère Malkin, je vous apporte quelque chose de la part de votre famille, vous êtes là? Vous m'entendez? Il n'y eut pas de réponse, mais la respiration sembla s'accélérer. Aussi, sans perdre plus de temps, impatient de me retrouver au chaud et en sécurité dans la maison de l'épouvanteur, je plongeai la main dans le panier et farfouillai sous le tissu. Mes doigts se refermèrent sur l'un des gâteaux. Il était mou, un peu collant. Je le tendis au-dessus du trou. C'était, ce n'est qu'un gâteau, dis-je. J'espère que cela vous fera du bien. Je vous en apporterai un autre la nuit prochaine. Je le laissai tomber dans le noir. J'aurais dû repartir aussitôt. Au lieu de ça, je m'attardai quelques secondes pour écouter. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais. En tout cas, ce fut une erreur. Quelque chose remua au fond du trou, comme si on se traînait par terre, puis j'entendis la vieille mère Malkin manger. J'avais toujours cru que mes frères étaient les seuls à faire de vilains bruits en mastiquant. Or, le plus gros de nos couchants foyant, je sais pas ce que c'est que ce mot, foyant du grain dans son âge en aspirant et reniflant n'aurait pas produit de... on va relire la phrase, c'est horrible. J'avais toujours cru que mes frères étaient les seuls à faire des vilains bruits en mastiquant. Or, le plus gros de nos cochons fouillant du groin dans son âge, en aspirant et reniflant, n'aurait pas produit de son plus répugnant. Je ne sus en conclure si le gâteau plaisait à la sorcière ou non. De retour dans ma chambre, j'eus beaucoup de mal à m'endormir. Je ne cessais de penser à ce puits noir, et je redoutais déjà d'avoir à y retourner la nuit suivante. Le lendemain matin, je fus à l'heure à la cuisine, et y trouvai du bacon brûlé ainsi qu'un morceau de pain rassis. C'était à n'y rien comprendre. J'avais rapporté du pain... C'était à n'y rien comprendre, j'avais rapporté du pain frais de la veille. De plus, le lait avait tourné. Le gobelin était-il en colère contre moi? Me reprochait-il mon escapade nocturne? Était-ce une sorte de mise en garde? L'épouvanteur ne m'avait laissé aucune consigne. Accoutumé à travailler du matin au soir, je ne savais comment occuper mon temps. Je montai à la bibliothèque, pensant que mon maître ne verrait pas l'inconvénient à ce que j'y cherche quelques lectures intéressantes. Je fus déçu de constater que la porte était verrouillée. J'optai donc pour une promenade. Je décidai de grimper sur la colline de Parlic. Arrivé au sommet, je m'assis sur un tumulus pour admirer la vue. C'était une belle journée. Le ciel était dégagé. Je voyais que tout le comté à mes pieds et le bleu à la mer... Attends. C'était une belle journée. Le ciel était dégagé. Je voyais tout le comté à mes pieds et le bleu de la mer étincelant à l'horizon vers l'ouest. Les collines se, suc- les collines se succédaient sans fin. Il aurait fallu une ville entière Il aurait fallu une vie entière pour les explorer toutes. Non loin de là se dressait la colline du loup, et je me demandais une fois de plus s'il y avait encore des loups dans le pays. Par les hivers rigoureux, disait-on, ils chassaient en meute. On était au printemps, cela ne signifiait pas pour autant qu'il n'y en avait plus dans les parages, et se trouver seul dans les collines quand la nuit tombait devait être assez effrayant. Pas aussi effrayant toutefois que pas aussi effrayant toutefois que de devoir apporter un autre gâteau à Mère Malkin. Le soleil descendait déjà, bien trop vite à mon goût. Je dus retourner à la maison. Quelques heures plus tard, mon panier à la main, j'affrontai de nouveau l'obscurité du jardin. Je décidai que, cette fois, ma tâche accomplie, je ficherais le camp aussitôt. Je me hâtai vers la fosse pour y jeter le deuxième gâteau. À la seconde même où je le lâchai, trop tard pour le rattraper, je sentis mon sang se glacer. Les barreaux de fer condamnant la pluie avaient été tordus. La nuit précédente, les 13 barres étaient parfaitement droites et parallèles. Celle du milieu était maintenant presque assez écartée pour laisser passer une tête. Elle avait pu être forcée de l'extérieur, toutefois j'en doutais. L'épouvanteur m'avait appris que la maison et le jardin étaient gardés, et que personne ne pouvait y pénétrer. Il n'avait pas précisé l'identité du gardien, mais c'était sûrement un gobelin, peut-être même celui qui nous préparait nos repas. Donc c'était l'œuvre de la sorcière. Elle avait dû réussir à grimper le long des parois. La vérité se fit alors jour dans mon esprit. Cette nourriture lui rendait sa force.
Quel idiot j'avais été! Je l'entendais bâfrer en bas, dans le noir, avec les mêmes bruits répugnants que la veille. Je m'enfuis du bois en courant. Pour ce que j'en devinais, elle n'aurait même pas besoin d'un troisième gâteau. Après une nuit sans sommeil, ma décision fut prise. J'irai voir Alice et je lui rendrai le dernier gâteau et lui expliquerai que je ne pouvais tenir ma promesse. En premier lieu, il me fallait la trouver. Sitôt le petit déjeuner avalé, je pris le chemin du bois jusqu'à l'endroit où je l'avais rencontrée. Elle m'avait dit vivre par là. Pourtant, je ne vis aucune trace d'habitation, rien qu'un paysage boisé et vallonné. Pendant qu'il serait plus simple de, dem- Pensant qu'il serait plus simple de demander Pensant qu'il serait plus simple de demander, je descendis au village. Curieusement, il y avait fort peu de gens dans les rues. Seuls 4 garçons traînassaient du côté de la boulangerie, leur lieu de rendez-vous favori. Sans doute aimeraient-ils autant que moi l'odeur du pain. L'arôme d'une miche sortant du four est l'une des meilleures du monde. Pour les types à qui, lors de notre dernière rencontre, j'avais fait cadeau d'une pomme et d'un gâteau, ils ne se montraient guère accueillants. Attends. Pour des types à qui, lors de notre dernière rencontre, j'avais fait cadeau d'une pomme et d'un gâteau, ils ne se montrèrent guère accueillants. Je devais probablement cette aptitude à la, je devais probablement cette attitude à la présence. Ah mince. Je devais probablement cette apti- Je devais probablement cette attitude à la présence cette fois de leur chef aux petits yeux porcins. Toutefois, ils m'écoutèrent. Sans entrer dans les détails, je leur dis simplement que je désirais contacter la fille du bois. Je sais où tu peux la trouver, grogna le costaud en me jetant un regard farouche. Mais tu serais bien bête d'y aller. Pourquoi cela? Tu n'as donc pas entendu ce qu'elle a dit? Fit-elle en levant les sourcils. Elle est la nièce de Lizzie l'osseuse. Qui est Lizzie l'osseuse? Ils échangèrent des regards cons- Ils échangèrent des regards consternés, secouant la tête comme si j'avais posé une question débile. Que savaient-ils? Que savaient-ils tous que j'ignorais? Mon interlocuteur reprit. Lizzie et sa grand-mère ont passé un hiver ici avant que Grégory ne se... et sa grand-mère ont passé un hiver ici avant que Grégory se charge d'elle. C'étaient les plus affreuses sorcières qui aient jamais sévi dans le coin. C'étaient les plus affreuses sorcières qui aient jamais sévi dans le coin. Elle vivait avec un j'ai du mal à lire. Elle vivait avec un, elle vivait, Elle vivait avec un compagnon encore plus affreux qu'elle, une créature ressemblant à un homme en beaucoup plus grand, avec tellement de dents qu'elle débordait de sa bouche. C'est ce que mon père m'a raconté. Et pendant ce long hiver, plus personne n'osait sortir à la nuit tombée. Tu ferais un drôle d'épouvanteur s'il n'a jamais entendu parler de l'icidoseuse. L'osseuse. Je n'aimais pas du tout cela. Je compris à quel point j'avais été stupide. Si seulement j'avais rapporté à mon maître ma conversation avec Alice, il en aurait déduit que cette Lizzie était de retour, et il aurait agi en conséquence. D'après le père du chef de bande, Lizzie l'osseuse avait habité à environ 3 miles à l'est, dans une ferme abandonnée depuis des années. C'était donc sur mon lac qu'elle s'était installée de nouveau. L'information me parut plausible, car c'était bien la direction qu'Alice avait désignée. À cet instant, un petit groupe de villageois au visage tendu sortit de l'église. Ils se dirigèrent en file vers la colline, le prêtre ouvrant la marche. Ils portaient des vêtements chauds et certains étaient munis de bâtons. Que se passe-t-il? Demandai-je. L'un des garçons cracha sur le pavé en m'informa. Un enfant a disparu hier soir. Un gamin de 3 ans. Il pense qu'il s'est égaré par là. Et ce n'est pas le premier, je te signale. Hein. Il y a 2 jours, un bébé trop petit pour marcher a été enlevé dans une ferme du côté de Long Range. Ils disent que c'est peut-être des loups. On a eu un rude hiver et ça les ramène parfois. Leurs indications se révélèrent exactes. Le temps de retourner chercher le panier d'Alice, il me fallut près d'1 heure pour arriver en vue de la ferme de Lizzie. Je m'arrêtai un instant au soleil et soulevai le tissu pour jeter un coup d'œil sur le dernier gâteau. Son odeur était atroce et son aspect pire encore. Ça évoquait un hachis de pain et de viande mêlé à d'autres ingrédients impossibles à identifier. C'était humide, gluant, presque noir, et ce n'était pas cuit, seulement aggloméré. De minuscules choses blanches se tortillaient dessus. Des asticots. Je rabattis le tissu dans un frisson de dégoût et descendis le sentier menant au bâtiment délabré. Les clôtures étaient brisées, le toit de la grange était à moitié écroulé, et on n'apercevait pas le moindre animal. Petite pause.
et notre chaîne. Et un petit gâteau. Vite fait pour récupérer un peu l'énergie, parce que le chapitre va être long. Faudrait que je m'en fasse un de gâteau, tiens, ce serait pas bête. Mais je crois qu'il va me falloir des œufs. Je sais plus comment on appelle ces gâteaux-là. Spéculoos. Pas marqué sur la boîte, mais je me suis rappelé. Chercher tacos, churros, j'avais pas, je me rappelle juste, ça se terminait en os. Mm. À la base, Chérie les a achetés. Coucou, mamie Bricoltouche, je t'ai déjà dit bonjour au moins. Et Chérie les a achetés pour faire des tiramisu, mais on n'a pas eu les framboises qu'on avait demandé. Il n'y en avait plus. Quand même. Et salut Bruce, comment ça va? Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum. Oula, bon courage du coup. On peut faire quelque chose pour t'aider? Hum, 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 hum. Alors, je peux déjà te dire quelque chose. La joie n'est pas liée à la richesse. Donc, et je reste convaincu que la joie fait partie des choses qui ne se définit que par une question de point de vue. C'est le dernier gâteau. Hmm. La richesse, c'est pas forcément de l'argent. Peut-être es-tu riche de connaissances. Ouais. Là, je finis pas parce que je sens quand même que je manque d'énergie. Donc, que je galère. J'ai pas beaucoup dormi, donc je suis bien KO. La lecture est difficile. Comme souvent, non? Alors oui, il y a un bouquin du septième fils, mais c'est le septième fils du septième fils. Donc il me semble que ça fait partie du même univers, non? Donc effectivement, c'est pas une lecture du bouquin qui s'appelle Le Septième Fils, c'est le premier tome de l'apprenti épouvanteur. Allez, hop, on repart. De la fumée montait pourtant de la cheminée. Il y avait quelqu'un à la maison. Je repensais soudain à la créature munie de trop de dents. Comment comment me débrouiller pour parler à la fille sans être repéré par les autres membres de la famille? Ça n'allait pas être facile. Tandis que je faisais halte à mi-pente, hésitant sur la partie à prendre, mon problème se résolut de lui-même. Une mince silhouette noire sortit de la ferme et marcha vers moi. C'était Alice. Comment avait-elle su que j'étais là? Les arbres me dissimulaient et les fenêtres de la maison ne donnaient pas ce côté. Pourtant, elle n'avait pas pris ce chemin par hasard, car elle se dirigeait droit sur moi. Elle s'arrêta à quelques pas. Qu'est-ce que tu veux? Siffla-t-elle. Tu es complètement fou d'être venu. Tu as de la chance que les autres dorment. Je ne peux pas continuer à faire ce que tu m'as demandé, dis-je en lui tendant son panier. Elle croisa les bras et fronça les sourcils. Pourquoi cela? Tu as promis, non? Tu ne m'as pas averti des conséquences. Elle a déjà mangé 2 gâteaux et ça lui a rendu ses forces. Elle a commencé à tordre les barreaux de la fosse. Un gâteau de plus et elle sera libre. Et tu le sais. C'était ça que tu voulais, hein? L'accusai-je, sentant monter ma colère. Tu m'as trompé, je suis donc délié de ma promesse. Elle avança d'un pas et je vis que sa propre colère fallait Attends. Elle avança d'un pas et je vis que sa propre colère faisait soudain place à un autre sentiment. Alice avait peur. Je ne voulais pas, ils m'ont obligé, dit-elle en désignant la ferme derrière elle.
Si tu ne fais pas jusqu'au bout ce que tu as promis, ça ira mal pour nous deux. Je t'en prie, donne-lui la troisième gâteau. Quel mal y a-t-il à ça? Mère Malkin a payé, il est temps de la laisser sortir, donne-lui ce gâteau. Elle sera partie dès cette nuit, ça et ne te causera plus le moindre souci. Monsieur Grégory avait sûrement une bonne raison de l'emprisonner au fond de son trou, dis-je lentement. Je ne suis que son apprenti, ce n'est pas à moi de décider. Quand il reviendra, je lui raconterai tout. Alice eut un petit sourire, le sourire de quelqu'un qui en sait plus long que vous. Il ne reviendra pas, dit-elle. Lizzie a tout prévu. Elle a de bons amis du côté de Pendle, Lizzie. Tout ce qu'elle voudra, ils le feront. Ils ont tendu un piège au vieux Grégory. Il a dû être étonné par l'accueil qu'on lui réservait. Il est probablement déjà mort et enterré alors qu'il est. Attends un peu et tu verras que j'ai raison. Bientôt tu ne seras plus en sécurité nulle part, pas même dans sa maison. Une nuit ou l'autre, ils viendront te prendre. Sauf bien sûr si tu nous aides. En ce cas, ils te laisseront tranquille. À peine avait-elle fini de parler que je tournai les talons, la laissant sur place. Je crois bien qu'elle m'appela plusieurs fois, mais je ne l'écoutais pas, tourmentée par ce qu'elle avait dit à propos de mon maître. Soudain, je m'aperçus que je portais toujours le panier contenant le dernier gâteau. Je jetai le tout dans la rivière. De retour à la maison, je n'eus pas besoin de réfléchir longtemps pour évaluer la gravité de la situation et prendre une décision. D'accord. Eragon, j'avais lu le tome 1 et 2. Tout avait été manigancé depuis le début. Ils avaient atterri l'épouvanteur loin d'ici, sachant nouvel apprenti sans la moindre expérience, je serais facile à berner. En revanche, mon maître, lui, ne se laisserait pas avoir si aisément, sinon il n'aurait pas survécu tant d'années. Je ne pouvais cependant pas me permettre d'attendre son retour. D'une manière ou d'une autre, il me fallait empêcher Mère Malkin de sortir du puits. Je me sentais si cruellement démuni que j'ai envisagé de chercher du secours au village. Puis je me souvins que j'avais une sorte d'aide très particulière à portée de main. J'allai donc à la cuisine et m'assis devant la table. Craignant de me faire boxer les oreilles dès la première seconde, je pris aussitôt la parole. Je relatai tout ce qui était arrivé, sans rien omettre. Je reconnus que c'était de ma faute et demandai supplié qu'on vienne à ma rescousse. Je ne sais pas très bien ce que j'attendais. Je ne me trouvais même pas. Je ne me trouvais même pas. Attends. Je ne me trouvais même pas idiot de parler ainsi à une pièce vide, tant j'étais tourneboulé. Mais le silence s'éternisant, je compris peu à peu que je perdais mon temps. Lorsque le... Pourquoi le gobelin m'aurait-il aidé? Autant que je sache, il était prisonnier, attaché à la maison et au jardin par l'épouvanteur comme un esclave, sans espoir de jamais retrouver sa liberté. Me voir dans une telle angoisse Me voir dans une telle angoisse le réjouissait peut-être. Au moment où j'allais abandonner et quitter la cuisine, je me rappelais une chose que papa disait souvent avant de partir avec moi au marché local. Chacun est prêt à mettre son prix. À toi de choisir, à toi de faire une offre. Chacun est prêt à mettre son prix. À toi de faire une offre qui plaise à l'acheteur sans trop nuire à ton intérêt. Aussi fis-je une offre au gobelin. Si tu m'aides, je n'oublierai pas. Quand je deviendrai le nouvel épouvanteur, je te laisserai libre chaque dimanche. Ce jour-là, je préparerai moi-même mes repas et tu pourras te reposer et faire ce qui te plaira. Quelque chose frôla alors mes jambes. Un doux ronronnement et vis un... J'entendis un doux ronronnement et vis un gros charroux se diriger lentement vers la porte. Je le suivis dans l'entrée, puis en haut des escaliers. Il s'arrêta devant la porte verrouillée de la bibliothèque. Il se frotta contre le bois, comme font les chats. La porte pivota lentement, révélant plus de livres qu'on pouvait en lire en une vie. Soigneusement alignés sur des étagères, j'entrai, me demandant par où commencer. Quand je me retournai, le charroux avait disparu. Miaou. Ça va? C'est le chat qui est emprisonné mais qui s'occupe de la maison. C'est pas les comme les notes, ça, hein. Je crois qu'il y a une série, non? Ah non, la série, c'est plus sur The Seekers, non, l'épée de vérité. Je sais plus. Le titre de chaque livre était écrit sur le dos. Beaucoup étaient en latin, quelques-uns en grec. Il n'y avait pas un grain de poussière, pas une toile d'araignée. La bibliothèque était aussi propre et bien tenue que la cuisine. Je marchais le long de la première rangée de livres jusqu'à ce que quelque chose attire mon regard. Près de la fenêtre, il y avait trois longues étagères chargées de calepins recouverts de cuir, semblables à celui que l'épouvanteur m'avait donné. Celle du haut contenait des volumes plus gros, portant des dates. Chacun couvrait une période de 5 ans.
Je pris donc le dernier et l'ouvris avec précaution. Je reconnus l'écriture de l'épouvanteur. Feuilletant le cahier, je compris qu'il s'agissait d'une sorte de journal. Chaque travail exécuté y était noté, ainsi que la durée des voyages et le montant des honoraires. Et surtout, on y trouvait expliqué la façon dont chaque gobelin, chaque fantôme, chaque sorcière avait été éradiqué. Je replaçai le calepin sur l'étagère et examinai les autres. Certains journaux, probablement rédigés par les épouvanteurs des siècles passés, remontaient à des centaines d'années. À supposer qu'Alice ait eu raison et que M. Grégory ne revienne pas, l'étude de ces annales me suffirait-elle pour apprendre tout ce que j'avais besoin de savoir? En tout cas, il y avait sans doute parmi ces milliers de pages une information qui m'aiderait dès maintenant. Comment la dénicher? T'as vu, j'ai un bouton sur le pouce. Il m'a piqué juste là, c'est désagréable. Ouais, je suis désolé, Bruce. C'est comment dire, elles sont pas, c'est deux caméras Logitech et leurs drivers sont pas compatibles. Et du coup, ben, j'étais censé recevoir une caméra Elgato qui remplacerait une caméra Logitech et c'est pour ça, comme elles sont incompatibles entre elles et que j'ai toujours pas reçu mon, non, parce que j'en ai toujours pas acheté. Et, et du coup, ouais, les artefacts sont désagréables, je suis bien d'accord. Ouais, mais c'est un artefact. Et que la caméra plante, elles sont pas faites pour fonctionner ensemble. Et en plus, le chat, il m'a griffé juste là ce matin quand j'ai voulu donner son médoc. C'est nul. La sorcière était au fond de son trou depuis presque 13 ans. Il devait donc y avoir quelque part un compte rendu relatant comment l'épouvanteur y avait enfermé. Je parcourus les rayonnages des yeux, et sur une étagère basse, je fis une découverte intéressante. Les volumes rangés là étaient très épais, et consacraient chacun à un sujet particulier. Comme ils étaient classés par ordre alphabétique, je trouvais facilement celui que je cherchais. Sorcière. Je l'ouvris d'une main tremblante, et ne fus pas surpris de constater qu'il était divisé en 4 sections: les pernicieuses, les bénévolentes, les faussement accusées et les inconscientes. Non, non, c'est juste que quand j'ai eu les deux webcams, quand j'ai eu la deuxième webcam, j'ai branché la deuxième webcam, il était impossible pour moi d'allumer les deux webcams en même temps. Si j'en allumais une seule, l'autre plantait. Elle s'arrêtait instantanément, se figeait ou autre. Et coucou Gugéo, comment vas-tu? Le truc, c'est quand j'ai enfin donc j'ai cherché sur internet, j'ai appris qu'effectivement chez Logitech, ils étaient pas très malins et du coup les drivers, quand tu branches 2 webcams sur un seul PC se font la guerre et du coup, certains On ont s'en trouvé une bat les solution kiwis, on s'en bat les alternative kiwis, on s'en bat les kiwis. Ouh. et c'est les jeux On geeks. s'en bat les kiwis. Et du coup, le truc, c'est que, bah voilà, en gros, j'ai réussi à les faire fonctionner ensemble par miracle et comme j'allais recevoir ma nouvelle webcam, donc d'Elgato, bah, en fait, je me suis dit: «Vas-y, c'est le moment, je vais retoucher un peu le setup et on va les rebrancher» puisque j'aurai bientôt plus besoin de la webcam. On fait seulement un live avec l'ancienne webcam et encore, je devais la recevoir un mercredi. Donc le mardi, j'ai retouché, je me suis dit: «Je la reçois le mercredi», je l'installe, le soir même, on est sur la nouvelle webcam. Sauf que ça fait un mois que j'attends ma webcam et ça fait un mois qu'on est avec le truc comme ça et donc c'est déjà un miracle qu'elle fonctionne ensemble et bon Lurk, du coup, Imetsu. Voilà, allez hop. Je feuilletai la première partie. Tout était noté de la belle écriture de l'épouvanteur et également organisé par ordre alphabétique. Je tombais très vite sur le chapitre intitulé Mère Malkin. C'était pire que ce que j'avais craint. Dans tous les endroits où Mère Malkin était passée, des choses épouvantables s'étaient produites. La plus horrible était survenue dans l'ouest du comté. À cette époque, la sorcière habitait une ferme, y hébergeait des jeunes femmes sur le point d'accoucher qui n'avaient pas de mari. C'est là que lui fut donné ce titre de mère. Cela avait duré des années, sans qu'on ait jamais revu les accoucher. Elle avait un fils qui vivait avec elle, un garçon d'une force incroyable appelé Tusk, en anglais défense. Il avait des pieds énormes et les gens avaient si peur de lui que personne n'approchait de leur repère. Finalement, la population locale avait réagi. Une troupe d'hommes décidés et armés avait attaqué la ferme, forçant Mère Malkin à se réfugier à Pendle. Après son départ, on avait découvert la première tombe. Elle était pleine d'ossements et de chair en décomposition. C'étaient les restes des enfants qu'elle avait massacrés pour étancher sa soif de sang, et ceux de nombreuses jeunes femmes. Leurs corps avaient été broyés, leurs côtes brisées ou écrasées. On avait alors commencé à parler d'une créature avec tellement de dents qu'elle débordait de sa bouche. S'agissait-il de Tusk, le fils de Mère Malkin, celui qui avait probablement dévoré ces malheureuses? Mes mains se mirent à trembler si fort que je pouvais à peine continuer à lire. J'appris ensuite que certaines sorcières utilisaient la magie des ossements, et que d'autres tiraient leur pouvoir de l'invocation des morts. Mais Mère Malkin était la plus redoutable.
elle se servit de la magie du sang. Elle puisait ses forces dans le sang humain et se montrait particulièrement avide du sang des enfants. Je revis les gâteaux noirs et gluants et je frémis. Un bébé de Long Ridge avait disparu. Avait-il été enlevé par Lizzie l'osseuse? Son sang avait-il servi à préparer ces affreuses pâtisseries? Ouais, mais le colis s'est perdu. Et j'ai eu beaucoup de galères avec le, euh, le service d'Elgato, le service après-vente d'Elgato, qui a mis un mois à trouver une situation pour me renvoyer une nouvelle webcam, quoi. Et l'autre enfant, celui que les villageois recherchaient, Lizzie l'osseuse l'avait-elle capturé, lui aussi, en prévision du jour où Mel Malkin s'échapperait à la fosse et aurait besoin de sang frais pour raviver ses pouvoirs? Ce gamin était, ce gamin était peut-être enfermé dans la maison de Lizzie à présent. Je me forçais à lire encore. 13 ans plus tôt, au début de l'hiver, Mère Malkin était venue vivre à Chipenden, Là, amenant avec elle... Bon lurk, Dame Sivan. J'espère que tu arriveras à dormir cette fois-ci. Repose-toi bien. Et bisous. Que tes rêves soient doux et remplis de mécanos. 13 ans plus tôt, au début de l'hiver, Mère Malkin était venue vivre à Chipenden, amenant avec elle sa petite fille Lizzie l'osseuse. De retour de sa maison d'hiver d'Anglesark, l'épouvanteur s'était aussitôt occupé d'elle. Après avoir chassé les îles osseuses, il avait entravé Mère Malkin avec une chaîne d'argent et l'avait emprisonnée dans le puits au fond, au fond de son jardin. L'épouvanteur semblait débattre avec lui-même dans ce compte rendu. Il répugnait visiblement à l'enterrer vivante et expliquait pourquoi il devait agir ainsi. Il estimait trop dangereux de la tuer car une fois morte, elle serait capable de revenir, plus puissante et plus dangereuse que jamais. La question que je me posais était donc, et si elle s'échappait? Un seul gâteau lui avait donné la force de tordre les barres. Elle n'aurait pas besoin de manger le troisième. Deux lui suffiraient sûrement. À minuit, elle sortirait de la force. Que faire? Si une chaîne d'argent servait à lier une sorcière, je pouvais essayer d'en entrelacer une entre les barreaux pour l'empêcher de s'évader. Seulement, la chaîne de l'épouvanteur était dans le sac qui l'emportait toujours en voyage. En sortant de la bibliothèque, j'aperçus un papier jaune accroché à côté de la porte que je n'avais pas remarqué en entrant. Je reconnus l'écriture de mon maître. C'était une longue liste de noms. Le mien, Thomas J. Ward, était tout en bas. Juste au-dessus, je lus celui de William Bradley, barré par une ligne horizontale. À côté étaient tracées les règles, à côté étaient tracées les lettres R, E, P. Je me sentis glacé car je savais que cela. Je me sentis glacé car je savais ce que cela signifiait. Repose en paix. C'est l'équivalent du RIP. Rest in Peace. Ou Repose en pièces. De chez Duke Nukem. Billy Bradley était mort. Plus des 2 tiers des noms de cette liste étaient ainsi barrés. Parmi eux, ceux de 9 autres anciens apprentis qui n'étaient plus de ce monde. Je supposais que les autres étaient rayés parce qu'ils avaient échoué dans leur formation, n'ayant pas été plus loin que le premier mois d'apprentissage. Les mortes m'inquiétaient davantage. Je me demandais quel avait été le sort de Billy Bradley, et je me souviens qu'Alice avait dit « Tu ne veux pas finir comme le dernier apprenti du vieux Grégory ?» Comment savait-elle ce qui était arrivé à Billy? Mais peut-être tout le monde était-il au courant dans le pays. Étais-je le seul à l'ignorer? À moins que la famille d'Alice y soit pour quelque chose. J'espérais que non. Toutefois, cette idée me fournit un autre sujet d'inquiétude. Sans perdre plus de temps, je descendis au village. Le boucher semblait avoir d'assez bonnes relations avec l'épouvanteur, qui lui confiait souvent son sac à provisions. Je décidai de lui faire part de mes soupçons, et je le persuadai de chercher l'enfant disparu dans la maison de Lizzie. L'après-midi était bien avancé quand je m'arrêtai devant la boutique. Elle était fermée. Je frappai à la porte de 5 maisons avant que l'une d'elles consente à... Je frappai à la porte de 5 maisons avant que l'une d'elles consente à s'ouvrir. On m'apprit que le boucher était parti dans les collines avec les autres hommes. Il ne serait pas de retour avant lendemain midi, pardon. Après avoir fouillé les monts environnants, ils traverseraient la vallée jusqu'à Long Ridge où le premier enfant avait disparu. Puis ils élargiraient leur zone de recherche et la battue leur prendrait toute la nuit. Il me fallait regarder les choses en face. Je devais agir seul. Découragé, autant qu'effrayé, je remontai le chemin menant à la maison de l'épouvanteur. Je savais que si Mère Malkin sortait de la fosse, l'enfant serait mort avant le matin. Si quelqu'un pouvait encore la sauver, c'était moi.
Je regarde les autres chapitres. J'ai regardé la durée du prochain, je pense qu'on peut essayer de le lire. Pour l'instant, je me sens pas particulièrement mal. Le fait d'avoir grignoté m'a beaucoup aidé. Donc, on peut essayer d'attaquer le chapitre 9. Par contre, j'ai quand même aller me faire grignoter avant. Je vais mettre un peu de musique, je vais aller grignoter. Allez hop, on coupe. J'arrive.